Et pourquoi, selon toi, cette compétence est un peu sous-estimée, et en particulier chez les femmes? Déjà, je pense qu'il y a des biais éducatifs, hein. En tant que femme, on nous apprend toujours à nous taire, à écouter, à rester sage. En tout cas, quand on est petite, en tout cas, moi, ce que j'ai vu dans ma culture, parce que moi, je viens de la Tunisie, donc c'est un pays encore différent et avec une culture différente, etc. Mais je sais que souvent, dans l'éducation, il y a des biais qui sont introduits pour les femmes, pour qu'on reste sage, pour qu'on soit calme, sereine, qu'on soit à l'écoute. Qu'on soit plutôt en mode support et pas en mode Ce qui est déplorable, hein. donc Support, non, non, c'est bon. exactement, Quoi. on a plutôt un rôle souvent de Support et sauveur, soutien. de soutien. Donc on est d'accord, vous êtes un rôle de care, quoi. Exactement, extra care même. Et- Donc oui, je pense que ça bloque parce que si on n'a pas été si on l'a pas fait quand on était petit. Après, on développe des peurs et on va se dire j'en- on n'est pas capable de le Moi, faire. j'en ai été victime aussi, et j'ai Bien sûr. débloqué des trucs, et ouais, non, Je pense que c'est plus long, c'est quoi. ça qui bloque. Après, comme je disais, moi je pense que en France, bien que on a euh, franchement, on a de quoi être fier. On a pas mal d'instances, on a aussi pas mal de concours d'éloquence. Moi, je sais que par exemple, quand j'étais à la fac, j'ai fait pas mal de fois où je suis allée par exemple à Sciences Po avec des concours d'éloquence ou à la faculté de droit d'Assas où ils faisaient aussi des concours. Et j'y allais juste comme ça. C'était open public et on peut y aller, on peut regarder. Et c'est dommage parce qu'il y a ce genre d'initiative, mais ce genre d'initiative n'est pas assez connu par le public et donc on n'y va pas. Ce qui fait qu'on va avoir des personnes qui vont peut-être pas avoir de l'art oratoire qui va être ultra bon en entreprise sur la partie business et ces gens qui arrivent plutôt bien vont être plutôt dans des domaines droit, sciences politiques, ENA comme je disais tout à l'heure et qui vont plutôt partir sur la politique, hein, ce qui est d'ailleurs qui fait sens, hein. Mais en Ce qui réalité, sont pas tous très bons, quand même. Ah, ça je ne commenterai pas, mais de mon point de vue, je dis, waouh! mais en tout cas, aujourd'hui, le monde, il a beaucoup, beaucoup changé. Il y a beaucoup de marketing. Il y a beaucoup de marketing et de sales qui se fait par ce que tu disais tout à l'heure. Quand on prend la parole, l'idée, c'est de faire du storytelling, c'est de faire du call to action, c'est d'embarquer. Et ça, dans le business, on peut pas faire un business sans, quoi. Moi, je vois très, très mal comment on peut faire un business sans être un très, 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 très bon orateur. Et donc, ça, à la fin, sur la tech, et sur la partie business, hein, en global, pas que les femmes, pas que la tech, pas que, on n'est pas encore assez bon. Quand on parle, est-ce qu'on a aujourd'hui un Steve Jobs français ou un Elon Musk français, à part peut-être deux ou trois qui sont vraiment très très bons et dont on entend parler, mais on n'en a pas des figures internationalement connues pour leur prise de parole, pour leur charisme fulgurant ou pour l'art oratoire qu'ils ont. Donc, Bah, moi j'en connais, je peux te citer par exemple une femme comme Oprah Winfrey, mais elle s'est construite, mais c'est un média, c'est pas de ah, la tech. totalement. Elle s'est construite, elle a une histoire qui est très singulière, très personnelle, douloureuse, mais tu vois, c'est un média, c'est pas de la tech. C'est pas. Et c'est tellement bien fait, c'est grand public. Et même le fait que ça soit grand public, elle arrive à faire passer des messages tellement profonds. Pourtant, c'est grand public. Et ça, on n'arrive pas encore à le débloquer. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, en réalité, c'est un travail aussi bien dans les entreprises que dans la société, que dans les écoles. C'est un travail collectif qu'il faut quoi, arriver à mener pour montrer à quel point la prise de parole, elle est importante. Moi, je dirais que plus qu'elle est importante, c'est qu'elle peut débloquer des opportunités, qu'elles soient business, qu'elles soient personnelles ou autres, quoi. Et moi, je sais que je suis une personne qui est sur ce volet-là, parce qu'en fait, quand on maîtrise cet art oratoire, cet art de la rhétorique, bah, on débloque de la confiance en soi, de la confiance vis-à-vis des autres, et bah, on peut lever des fonds, on peut convaincre des clients, on peut faire beaucoup, 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 beaucoup de beaucoup de choses. choses. Et le savoir-faire, c'est bien, mais le faire savoir, c'est mieux. Et ce qui est encore mieux, c'est de cumuler les deux. Parce qu'on peut être très bon dans le faire savoir, et puis après, quand on met les mains dans le cambouis, Ça marche ça pas peut, trop. c'est plus compliqué. Mais voilà. Ouais, ouais. Et justement, est-ce que tu peux me présenter un peu l'idée du Golden Circle de Simon Sinek? Et en quoi ça t'aide, toi, dans ton quotidien de CTO,
dans ton management et dans ta parole. Le Start with Why ouais. Donc, en vrai, ce livre, pour la petite histoire, je l'ai lu il y a plus de 13 ans, quand je suis arrivée en France. Et ça m'a énormément ouvert l'esprit parce que quand je suis arrivée, en fait, je voulais absolument venir en France et mes parents, mon père, il me disait non, si tu me dis pas pourquoi tu vas aller, tu vas pas y aller. C'est pas parce que tu veux y aller que tu vas y aller. Il va falloir me convaincre et me dire le pourquoi avec une vision derrière, etc. La vision, exactement. Et donc, j'ai dû faire ce travail-là en 1 mois et demi pour convaincre mon père pour venir en France. Et quand je suis arrivée, je tombe sur, à l'époque, je sais plus si j'avais vu ça sur un TEDx ou sur un YouTube, une vidéo de Simon Sinek, et je me dis waouh, c'est fou parce que c'est le TEDx le plus vu, je crois qu'il doit être aujourd'hui, tu as 90 ou 100 millions de vues, donc exactement, c'est un truc de fou, il est tellement primordial. Et donc je commande le livre et je lis, et en fait donc Simon Sinek, ce qu'il raconte, il dit pour que les personnes puissent se rattacher, il faut leur expliquer le pourquoi. Donc c'est vraiment la raison d'être, le pourquoi, parce qu'en réalité, si on demande aux gens de faire les choses mais sans expliquer le pourquoi, j'en fais partie. J'étais très critique pour ça. C'est peut-être pour ça que j'ai pas été beaucoup resté dans des boîtes, parce que je posais toujours pourquoi on fait ça. Je comprends pas pourquoi on fait pas mieux. Exactement. Et l'intention, elle est importante parce que l'intention, elle explique le chemin. Et d'ailleurs, moi, je le vois même aujourd'hui, parfois, quand je suis dans le rush et que je vais demander à quelqu'un directement de faire sans expliquer le pourquoi, je vois directement que la personne, elle y arrive pas. Elle y arrive pas, il y arrive pas à raison, parce que peut-être que si tu lui dis le pourquoi, elle va te proposer des solutions et la solution va venir d'elle et elle va t'aider aussi à aller voir plus loin. Et je pense que ça, aujourd'hui, dans l'art oratoire, il est aussi important, parce qu'en fait, quand on parle et quand on prend la parole, pour que le public puisse suivre, il faut qu'on explique l'intention. Sinon, le public va osciller avec nous du début à la fin, ne comprendra pas la chute et n'arrivera pas à adhérer. Donc voilà, moi je pense que clairement, le pourquoi, il est aussi important sur cette prise de parole, mais encore plus dans la direction des équipes. Et bien que, tu vois, pour te dire, moi je connais le sujet, moi ça me parle, c'est le livre qui me parle le plus, c'est vraiment, et pourtant j'arrive encore à oublier de donner le pourquoi. Parce que c'est pas un exercice simple de donner le pourquoi. Parfois, on a souvent, surtout en France, on a beaucoup cette culture de l'implicite. Ce qui est terrible. Exactement. Tu le sais, mais tu sais, je te l'ai dit il y a 2 jours, ou non, mais tu peux comprendre. Tu vois. Et ça. Je ne compte plus le nombre de phrases dans mes accompagnements où je dis la phrase suivante. Et parfois, quand je fais des accompagnements sur plusieurs semaines, je dois le dire au moins entre 30 et 40 fois. Mais bon, mes clientes, ça va. Je le dis, la phrase suivante. Ce qui est évident pour toi n'est pas évident pour le public qui t'écoute. Donc, explique pourquoi. Même si ça te paraît très simple. C'est pas trivial pour tout le monde. Et tout le monde ne réfléchit pas de la même manière. Et les mots, s'ils sont beaucoup trop vagues, exactement, le public, il peut pas comprendre vers où tu veux l'emmener. Et donc je te dis, moi, après 13 ans, et je prends la parole, et je dirige des équipes, etc. Et ça m'arrive encore d'oublier de dire le pourquoi. Mais après, je pense que le plus important là-dessus, c'est d'être conscient de ça et de pouvoir rectifier. C'est-à-dire, moi, ça m'est arrivé il y a 2-3 semaines, une personne de mes équipes avec laquelle j'étais super, super pressée. Je dis, est-ce que tu peux me faire ça? Et la personne a dit, bah non, je peux pas le faire. Je dis, mais en fait, je suis pressée, est-ce que tu peux le faire? Ah non, il faut m'expliquer le pourquoi, sinon je vais pas le faire. Et en fait, sur le coup, je me dis, c'est vraiment pas sérieux, j'ai pas expliqué tout. Et en fait, 3 jours plus tard, je suis allée voir la personne et je me suis excusée en disant, écoute, j'ai pas été claire dans mon intention, ce qui a fait que tu n'as pas forcément saisi le contexte et je t'ai pas donné tous les éléments pour que tu puisses travailler dans les meilleures conditions. Et c'est important d'en être conscience, parce que après coup, j'ai vu le message, je l'ai envoyé
à ma coach et j'ai dit à ma coach, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que j'ai raté là-dedans? Parce que je pense que j'ai raté un truc là. Et j'ai rectifié. Et donc voilà, je dirais que c'est, tu vois, c'est ce Start with Why, si vous l'avez pas déjà lu, si vous n'avez pas vu, même sans lire le livre, regardez au moins le TEDx. Mais oui, moi, c'est une des phrases les plus marquantes du TEDx. Moi qui est fan de Luther King sur la rhétorique et sur plein de choses, c'est j'ai un rêve. Sinek dit j'ai un rêve, il dit pas j'ai un plan, quoi. Rêver les gens les gens vont être les gens qui nous écoutent et vous aussi, hein, on a beaucoup plus envie de s'engager pour un rêve et pas sur un business plan, sauf si on est financier ou investisseur. Là, c'est un autre délire, quoi. Ah oui. Et c'est pour ça qu'il faut savoir parler le langage, le lexique qui va parler à l'audience qu'on a en face de soi. Exactement, mais voilà, c'est la base, quoi. À ton avis, pourquoi c'est en lien, très belle transition. Pourquoi la technique doit être au service du business, des enjeux business, et pourquoi le business doit être au service de la vision? C'est difficile de créer une boîte dans la durée si on n'a pas de vision. Une vision, c'est quand même le pourquoi, hein, ce qu'on disait tout à l'heure, ce fameux Start with Why, et il faut savoir pourquoi on s'engage et qu'est-ce qui fait que cette boîte-là va changer le monde, ou avoir un impact social, économique, écologique, en tout cas les impacts que cette boîte-là elle va avoir et vers où on veut aller emmener cette boîte. Et cette vision, elle nous permet quand même d'avoir un fil conducteur, un focus, et de garder où est-ce qu'on veut aller dans le temps, clair et net pour tout le monde, que ce soit d'ailleurs pour ce qu'on va faire en termes de stratégie, de business, etc., mais même les gens qu'on embarque avec nous. Typiquement, c'est pas la même chose si tu fais... Aujourd'hui, nous, en tant que work-life, c'est pas la même chose si demain on dit notre vision, c'est de devenir le leader sur le marché de l'avantage salarial, que de dire nous, notre vision demain, c'est de devenir le SIHR le plus fort en France. C'est deux visions totalement différentes et les gens qui vont arriver avec une vision sur l'avantage salarial pour les bénéfices, pour donc du coup l'impact social, économique, écologique que ça va avoir sur le pouvoir d'achat d'une personne dans son quotidien n'est pas le même que la personne qui va venir parce que elle veut avoir un impact sur la ressource humaine et la gestion de ses salariés dans un SIHR. Donc déjà rien que ça. Et ça a un impact sur toute la culture. Exactement. Ça fait écho. Moi, j'ai fait l'interview de Laure Wagner, qui a été la DIRCOM de Blablacar, et elle me disait, et la première salariée de Blablacar, et elle me disait, dans le recrutement, en fait, les gens qui étaient à Blablacar, c'est d'abord des fous du covoiturage et des enjeux écologiques. Et parce que le why de Blablacar leur parle et était ultra puissant. Et il l'est encore aujourd'hui. Donc voilà, donc pour moi, c'est le plus important quand on rejoint une boîte. D'ailleurs, moi, quand j'ai des discussions avec les CEO dans les entretiens ou avec des CPO, la question c'est où est-ce que tu as envie d'aller et qu'est-ce que tu as envie de craquer et c'est quoi ton ambition à la fin. Tout ça est lié à ta vision, à comment tu perçois les choses. Et sans ça, clairement, tu peux pas créer du business. Et comme je te disais tout à l'heure, ça va aussi t'aider à faire du focus. Parce que si un jour tu as une vision, demain c'est une autre et après-demain c'est une autre, peut-être que tu vas beaucoup trop papillonner. Et même si tu as les meilleures équipes au monde, tu n'arriveras pas à la fin à une trajectoire. Alors que si ta vision, elle est claire et le pourquoi tu fais les choses, et tu te lèves tous les matins avec un pourquoi qui est super clair. Et que tu as les objectifs qui jalonnent derrière. Exactement. Le focus, il va être clair et tu vas toujours itérer. Même si tu vas échouer à des moments, tu vas itérer sur la même vision à la fin et donc tu finiras par y arriver. Alors que si tous les matins tu changes de vision, ça va être un peu plus dur d'arriver à tes fins. Pour maintenant la partie tech, en fait, moi je pense que je suis une créative dans l'âme. J'adore faire du dessin, j'adore faire de la photo. La tech pour moi c'est un moyen. Ce n'est pas une finalité en soi, c'est un moyen. Et ce moyen-là, c'est un moyen qui est extrêmement puissant, qui est extrêmement incroyable parce qu'il nous ouvre la porte des possibles. Et la porte des possibles, elle devient encore plus belle quand elle est au service d'une vision. Si on fait, par exemple, admettons, on fait un produit tech qui est incroyablement
fort, que techniquement on a utilisé les meilleures technologies, la meilleure pratique, que le code est clean, qu'on a les tests, on a tout, qu'on est super sécurisé, qu'on est super, mais qu'on a 0 client, ben, moi malheureusement j'y crois pas. Moi j'ai besoin d'avoir cette attache-là business. Je crois aujourd'hui qu'on vit pas dans un monde frugal. C'est comme des donc, présentations avec les meilleurs slides, et puis quand tu poses la question, très bien, est-ce que vous avez déjà des premiers clients? Ah non, ça va arriver. Bah non. Exactement. Et puis Non, ça, non. ça valide aussi que ton why, pour lequel tu as créé Il résonne avec il résonne avec ton un marché, public. quoi. Tu as un product market fit. T'as la meilleure app au monde et t'as pas de product market fit, ça va être très difficile de continuer cette app, même si tu es super motivé. Tu vas peut-être la développer 1 mois, 2 mois, 3 mois, 5 mois, sauf si tu crois à donf et que tu es content de l'utiliser que toi. Mais en réalité, quand on est dans une entreprise, ce qui compte, Et c'est qu'on encore plus dans arrive. une start-up ou une scale-up, Exactement. est-ce que c'est connecté à des besoins clients, des besoins d'utilisateurs, et comment les utilisateurs payent ce service, et après, quels sont les bénéfices concrets de ce service fait, quoi. Totalement. Toujours, et c'est la même chose en prise de parole, il focus pas sur soi, mais sur le public. C'est toujours la même chose. Toujours la même chose. la Toujours même le logique. why et le public en face. Et C'est c'est la même l'acheteur. chose. C'est ton acheteur. C'est lui qui va t'acheter le rêve, qui va acheter le talk, à qui tu vas acheter de l'attention. C'est... Et on s'en fout des caractéristiques, mais on est beaucoup plus fan des bénéfices, quoi. Et donc, c'est comment ensuite les enjeux tech sont en lien avec ça. Il y a cette fameuse phrase. Enfin, moi, quand j'ai étudié beaucoup, même si je ne suis pas du tout un pro Mac et un pro Apple, mais beaucoup étudié la présentation de Steve Jobs sur l'iPod, qui est exceptionnelle. Quasiment 0 caractéristique. La seule caractéristique qui dit, c'est bah, imaginez que vous aurez 1000 morceaux dans votre poche. Boum. Et C'est c'est bon. bon. Et ça a été clair, limpide, parce qu'on sait pourquoi le produit il est là. Et poum, voilà, ça y est, il n'y a pas besoin de plus. Il n'y a pas besoin de la caractéristique, de la taille, du poids. Non. C'est 1000 morceaux dans votre poche. Pouf. En une phrase, Straightforward. Et il a tout déglingué. voilà, et c'est à chaque fois, moi quand j'entends ça, ce genre de discours, même sur des personnalités ou des personnes où je suis pas forcément d'accord avec ce qu'ils prônent, mais là je dis ok, là c'est bon, là ça va être très 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 efficient, et ça peut être très très fat après par la suite, quoi. Totalement. Et pour la petite histoire, je le fais, tu me fais prendre conscience qu'il y a un truc que je fais moins, mais moi, quand je prends la parole, souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais me dire c'est quoi les phrases ou les punchlines que j'ai envie de faire passer, et je m'amuse à enlever le maximum de mots. Je me dis comment, en enlevant le maximum de mots, tu arrives à faire passer cette idée. Moi, c'est un exercice que je fais avec mes clients. C'est ok, t'as tout ça, maintenant tu réduis de 10%. Exactement. Et c'est Léonard de Vinci qui disait ceci, que la sophistication extrême, c'était la simplicité. Et donc, faut être le plus sharp, straight to the point, Bien direct. Si on parle beaucoup et qu'on donne beaucoup de détails, on risque de perdre son audience. Non, on risque pas, on perd l'audience. C'est bien, t'es encore plus Non, strict. on ne risque pas, on perd l'audience, sauf si on parle. C'est un biais cognitif qui s'appelle la malédiction du savoir. Je sais pas si tu sais ce que c'est. Ah non, pas du tout. Mais la malédiction du savoir, c'est un biais cognitif qui est un point commun avec. Il va falloir qu'on fasse une pause de changement de pile. Donc, c'est la malédiction du savoir, et c'est un biais cognitif qui est, je pense, très courant chez les ingénieurs, chez les passionnés, chez les gens qui sont dans la tech, et passionnés d'un sujet. Et donc, en fait, la malédiction du savoir, c'est... En fait, tu es tellement passionné par un sujet que quand tu prends la parole, tu considères inconsciemment que le public qui est en face... Il sait autant que toi. Au même niveau. Donc, tu peux te permettre de détailler, d'aller sur... De rajouter du chou à la crème, le chou à la crème, le et tout. truc, le machin, le langage technique, etc. Alors, si tu mélanges langage technique plus langage corporate, tu te dis, bon,
ok. Sauf que dans 99,5% des cas, le public qui est en face n'est pas aussi spécialiste que toi, n'a pas les mêmes enjeux que toi. Et donc, en fait, tu vas t'enterrer dans des détails parce que, en fait, tu t'es victime de la malédiction du savoir parce que tu n'es pas connecté avec la réalité de l'audience, quoi. Et donc, tout l'enjeu, c'est d'en prendre conscience et de dire, Comment je twist twist pour dire, attends, je m'adresse à des techos ou je m'adresse à des financiers ou je m'adresse à des investisseurs. Non, mais ils n'ont pas besoin, ou des clients. Mais ils n'ont pas besoin de savoir toute l'architecture du détail. Moi, si je commence à parler de figures de style, d'allitération, de machin, etc., je perds toute l'audience très rapidement. Mais par contre, si je dis, ah tiens, ça va permettre de faire ça et tu vas kiffer,